Quand la morte saison d'été fut venue, un vent de panique souffla au bonheur des dames. C'était le coup de terreur des congés, les renvois en masse dont la direction balayait le magasin vide de clientes pendant les chaleurs de juillet et d'août. Bourdoncle se chargeait des exécutions. Il avait de ses lèvres minces un terrible « passé à la caisse » qui tombait comme un coup de hache. Il inventait des méfaits, il spéculait sur les plus légères négligences. « Vous étiez assis, monsieur, passez à la caisse. Vous répondez, je crois, passez à la caisse. Vos souliers ne sont pas cirés, passez à la caisse. » Dès 8 heures, il se tenait debout sous la porte, sa montre à la main, et à 3 minutes de retard, l'implacable « passez à la caisse » hachait les jeunes gens essoufflés. C'était de la besogne vivement et proprement faite. « Vous avez une sale figure, vous, finit-il par dire un jour à un pauvre diable dont le nez de travers l'agaçait. Passez à la caisse. » Puis un drame bouleversa la lingerie, où une acheteuse s'était trouvée mal, en accusant la demoiselle qui la servait de manger de l'ail, et celle-ci fut chassée sur l'heure, bien que peu nourrie et toujours affamée. La direction se montrait impitoyable. Mais la famille L'Homme, surtout, s'inquiétait, s'attendait chaque matin au renvoi de leur fils Albert. On était très mécontent de la façon dont il tenait sa caisse. Des femmes venaient le distraire, et 2 fois Madame Aurélie dut fléchir la direction. Denise, au milieu de ce coup de balai, était si menacée qu'elle vivait dans la continuelle attente d'une catastrophe. Dès qu'elle avait refermé la porte de sa chambre, elle se désolait en se voyant à la rue, fâchée avec son oncle, ne sachant où aller, sans un sou d'économie, et ayant sur le bras les 2 enfants. Et c'était en elle un abandon découragé à se sentir si peu de choses dans cette grande machine qui l'écraserait avec sa tranquille indifférence. Les allures des vendeuses intimidaient la jeune fille. Presque toutes, dans leur frottement quotidien avec les clientèles riches, prenaient des grâces, finissaient par être d'une classe vague, flottant entre l'ouvrière et la bourgeoise, et sous leur art de s'habiller, sous les manières et les phrases apprises, il n'y avait souvent qu'une instruction fausse, la lecture des petits journaux, des tirades de drames. « Vous savez que la Malpeignée a un enfant ?» dit un matin Clara en arrivant au rayon. Et comme on s'étonnait, « Mais puisque je l'ai vue hier soir qui promenait le mioche, elle doit le remiser quelque part. » À 2 jours de là, Marguerite, en remontant de dîner, donna une autre nouvelle. « C'est du propre. Je viens de voir l'amant de la Malpeignée. Un ouvrier, imaginez-vous? Oui, un sale petit ouvrier, avec des cheveux jaunes qui la guettait à travers les vitres. » Elle devint toute pâle devant la monstruosité de pareilles suppositions. C'était abominable. Elle voulut s'excuser, elle balbutia. « Mais ce sont mes frères. »« Oh, ses frères !» dit Clara de sa voix de blague. Il fallut que Madame Aurélie intervint. « Taisez-vous, mesdemoiselles. Mademoiselle Baudu est bien libre de se mal conduire dehors. Si elle travaillait ici, au moins. » Et cette défense sèche était une condamnation. Elle en garda une plaie vive au cœur. Deloche, lorsque le bruit se répandit, fut indigné, et seule la crainte de la compromettre le retint. Depuis la soirée de Joinville, il avait pour elle un amour soumis, une amitié presque religieuse. Denise finit par ne plus répondre. D'ailleurs, elle avait d'autres ennuis, des soucis matériels qui la préoccupaient davantage. Jean continuait à n'être pas raisonnable. Il la harcelait toujours de demandes d'argent. Elle était prise de terreur. Ce pauvre Jean lui semblait perdu. Elle avait eu l'idée de chercher un petit travail en dehors de son emploi. Elle s'en était ouverte à Robineau, qui lui semblait sympathique depuis leur première rencontre chez Vinçart. Et il lui avait procuré des nœuds de cravate à recoudre à 5 sous la douzaine. La nuit, de 9h à 1h, elle pouvait en recoudre 6 douzaines, ce qui faisait 30 sous. Elle se serait estimée très heureuse si une catastrophe n'avait une fois encore bouleversé son budget. À la fin de la seconde quinzaine, lorsqu'elle s'était présentée chez l'entrepreneuse des nœuds de cravate, elle avait trouvé porte close, une faillite, une banqueroute. « Vous êtes triste, lui dit Pauline, qui la rencontra dans la galerie de l'ameublement. « Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Dites !» Mais Denise devait déjà 12 francs à son amie. Elle répondit, en essayant de sourire, « Non, merci, non, j'ai mal dormi, c'est tout. » C'était le 20 juillet, au plus fort de la panique des renvois. Sur les 400 employés, Bourdoncle en avait déjà balayé 50. Et le bruit courait d'exécutions nouvelles.
Elle ne songeait guère pourtant aux menaces qui soufflaient, et elle était tout entière à l'angoisse d'une aventure de Jean, plus terrifiante que les autres. Ce jour-là, il lui fallait 15 francs, dont l'envoi pouvait seul le sauver de la vengeance d'un mari trompé. La veille, elle avait reçu une première lettre posant le drame, et puis, coup sur coup, il en était venu 2 autres, la dernière surtout qu'elle achevait quand Pauline l'avait rencontrée, et où Jean lui annonçait sa mort pour le soir, s'il n'avait pas les 15 francs. Elle se torturait l'esprit. Impossible de prendre sur la pension de Pépé payée depuis 2 jours. Toutes les malchances tombaient à la fois. Cependant, Pauline la questionnait encore amicalement. Lorsque toutes 2 se rejoignaient ainsi au fond d'un rayon écarté, elles causaient quelques minutes, l'œil aux aguets. Soudain, la lingère eut un geste de fuite. Elle venait d'apercevoir la cravate blanche d'un inspecteur qui sortait des châles. « Ah non, c'est le père Jouve !» murmura-t-elle d'un air rassuré. « Je ne sais pas ce qu'il a, ce vieux, à rire quand il nous voit ensemble. À votre place, j'aurais peur, car il est trop gentil pour vous. Un chien fini, mauvais comme la gale. » En effet, le père Jouve était détesté de tous, pour la sévérité de sa surveillance. Plus de la moitié des renvois se faisaient sur ses rapports. « Pourquoi aurais-je peur ?» demanda Denise. « Dame, répondit Pauline en riant, il exigera peut-être de la reconnaissance. Plusieurs de ces demoiselles le ménagent. » Jouve s'était éloigné, en feignant de ne pas les voir. « À propos, reprit Pauline, est-ce que vous ne cherchiez pas M. Robineau hier? Il est revenu. » Denise se crut sauvée. « Merci, je vais faire le tour alors et passer par la soirée. » La jeune fille, d'un air affairé, comme si elle courait de caisse en caisse à la recherche d'une erreur, gagna l'escalier et descendit dans le hall. Un lourd soleil chauffait les vitrages, et malgré les stores de toile grise, la chaleur tombait dans l'air immobile. Par moments, une haleine fraîche montait des parquets que des garçons de magasin arrosaient d'un mince filet d'eau. C'était une somnolence, une sieste d'été au milieu du vide élargi des comptoirs, pareils à des chapelles où l'ombre dort après la dernière messe. Comme Denise descendait, Favier mettrait justement une robe de soie légère à pois rose pour Madame Boutarel, débarquée la veille du midi. Favier accompagna Madame Boutarel à la mercerie, et quand il reparut, il dit à Hutin « Hier, toutes des Auvergnates, aujourd'hui, toutes provençales, j'en ai mal à la tête. » Mais Hutin se précipita, c'était son tour, et il avait reconnu la jolie dame, cette blonde adorable que le rayon désignait ainsi, ne sachant rien d'elle, pas même son nom. Tous lui souriaient. Il ne se passait point de semaine sans qu'elle entrât au bonheur, toujours seule. Cette fois, elle avait avec elle un petit garçon de 4 ou 5 ans. On en causa. Elle était donc mariée. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle doit avoir pleuré. Oh, une tristesse, elle a les yeux rouges. À ce moment, Denise traversait le rayon des soieries, en ralentissant sa marche, et en regardant autour d'elle pour découvrir Robineau. Elle ne le vit pas. Alla dans la galerie du Blanc, puis traversa une seconde fois. Les 2 vendeurs s'étaient aperçus de son manège. « La voilà encore, cette désossée !» murmura Hutin. « Elle cherche Robineau, dit Favier. Je ne sais pas ce qu'ils fricotent ensemble. Oh, rien de drôle, Robineau est trop bête là-dessus. On raconte qu'il lui a procuré un petit travail, des nœuds de cravate. Hein, quel négoce !» Hutin méditait une méchanceté. Lorsque Denise passa près de lui, il l'arrêta en disant « C'est moi que vous cherchez ?» Elle devint très rouge. Depuis la soirée de Joinville, elle n'osait lire dans son cœur où se heurtaient des sentiments confus. Elle le revoyait sans cesse avec cette fille aux cheveux roux. Hutin s'amusa de sa gêne. « Si vous désirez qu'on vous le serve, Favier, servez donc Robineau, mademoiselle. » Elle le regarda fixement, du regard triste et calme dont elle recevait les allusions blessantes. Et il y avait en elle comme un déchirement, un dernier lien qui se rompait. Son visage exprima une telle souffrance que Favier, peu tendre de son naturel, vint pourtant à son secours. « Monsieur Robineau est au rassortiment, dit-il. Il rentrera pour déjeuner sans doute. Vous le trouverez cet après-midi si vous avez à lui parler. » Denise remercia, remonta aux confections, où Madame Aurélie l'attendait dans une colère froide. « Comment ? Elle était partie depuis une demi-heure ? Mais d'où sortait-elle ? Pas de l'atelier, bien sûr. » La jeune fille baissait la tête, songeait à cet acharnement du malheur. C'était fini si Robineau ne rentrait pas. Cependant, elle se promettait de redescendre. Aux soirées, le retour de Robineau avait déchaîné toute une révolution. Le comptoir espérait qu'il ne rentrerait pas, dégoûté des ennuis qu'on lui créait sans cesse. Et un moment, en effet, toujours pressé par Vinçart, qui voulait lui céder son fonds de commerce,
Il avait failli le prendre. Le sourd travail de Hutin, la mine qu'il creusait depuis de longs mois sous les pieds du second, allait enfin éclater. Pendant le congé de celui-ci, comme il le suppléait à titre de premier vendeur, il s'était efforcé de lui nuire dans l'esprit des chefs, de s'installer à sa place. Tous d'ailleurs dans le rayon, depuis le débutant rêvant de passer vendeur, jusqu'au premier convoitant la situation d'intéressé, tous n'avaient qu'une idée fixe, déloger le camarade au-dessus de soi pour monter d'un échelon, le manger s'il devenait un obstacle, et cette lutte des appétits, cette poussée des uns sur les autres, était comme le bon fonctionnement même de la machine, ce qui enrageait la vente et allumait cette flambée de succès dont Paris s'étonnait. Robineau était condamné. Il fallait en finir. Cette affaire ennuyait Boutemont, dont la gaieté s'accommodait mal d'un tel fracas intérieur. Il souffrait de ne plus avoir autour de lui que des visages renfrognés. Pourtant, il voulait être juste. « Voyons, laissez-le tranquille, il ne vous fait rien. » Mais des protestations éclataient. « Comment il ne nous fait rien? Un être insupportable, toujours nerveux, et qui vous passerait sur le corps tant il est fier. »« Enfin, messieurs, dit Boutemont, je ne peux rien prendre pour moi. J'ai averti la direction, je vais en causer tout à l'heure. » On sonnait la seconde table, une volée de cloches montait du sous-sol, lointaine et assourdie dans l'air mort du magasin. Hutin et Favier descendirent. De tous les comptoirs, des vendeurs arrivaient un à un, débandés, se pressant le pas, à l'entrée étroite du couloir de la cuisine. Un couloir humide, que des becs de gaz éclairaient continuellement. Le troupeau s'y hâtait, sans un rire, sans une parole, au milieu d'un bruit croissant de vaisselle et dans une odeur forte de nourriture. Puis à l'extrémité du couloir, il y avait une halte brusque, devant le guichet. Un cuisinier y distribuait les portions, et quand il s'écartait derrière son ventre tendu de blanc, on apercevait la cuisine flambante. « Allons bon !» murmura Hutin en consultant le menu écrit sur un tableau noir au-dessus du guichet. « Du bœuf sauce piquante ou de la raie. Jamais de rôti dans cette baraque. Ça tient pas au corps, leur bouillie et leur poisson. » Derrière lui, Hutin se baissa en disant « Bœuf sauce piquante !» De son geste mécanique, le cuisinier avait piqué un morceau de viande, et puis l'avait arrosé d'une cuillerée de sauce, et Hutin, suffoqué d'avoir reçu au visage le souffle ardent du guichet, emportait à peine sa portion que déjà derrière lui les mots « Bœuf sauce piquante !»« Bœuf sauce piquante !» se suivaient comme des litanies, pendant que sans relâche le cuisinier piquait des morceaux et les arrosait de sauce avec le mouvement rapide et rythmique d'une horloge bien réglée. « Elle est froide, leur raie, » déclara Favier, dont la main ne sentait pas de chaleur. Tous maintenant filaient le bras tendu, leur assiette droite pris de la crainte de se heurter. 10 pas plus loin s'ouvrait la buvette, un autre guichet, avec un comptoir d'étain luisant, où étaient rangées les parts de vin, de petites bouteilles sans bouchon, encore humides de rinçage. Et chacun de sa main vide recevait au passage une de ces bouteilles, puis dès lors, embarrassé, gagnait sa table d'un air sérieux, veillant à l'équilibre. Hutin grondait sourdement. « En voilà une promenade avec cette vaisselle !» Leur table à Favier et à lui se trouvait au bout du corridor, dans la dernière salle à manger. Toutes les salles se ressemblaient, étaient d'anciennes caves, qu'on avait enduites au ciment et aménagées en réfectoire, mais l'humidité crevait la peinture. Les murailles jaunes se marbraient de taches verdâtres, et du puits étroit des soupiraux, ouvrant sur la rue, au ras du trottoir, tombait un jour livide, sans cesse traversé par les ombres vagues des passants. En juillet comme en décembre on y étouffait, dans la buée chaude, chargée d'odeurs nauséabondes que soufflait le voisinage de la cuisine. Cependant, Hutin était entré le premier. « Avec ça, j'ai eu une faim, murmura-t-il. « C'est toujours ainsi, dit Favier qui s'installait à sa gauche. Il n'y a rien quand on crève. » La table se remplissait rapidement. D'abord, il n'y eut qu'un tapage violent de fourchettes, une goinfrerie de grands gaillards aux estomacs creusés par 13 heures de fatigue quotidienne. Les commis qui avaient 1 heure pour manger pouvaient aller prendre leur café dehors. Aussi dépêchaient-ils le déjeuner en 20 minutes avec la hâte de gagner la rue. Mais cela les remuait trop. Ils rentraient distraits, l'esprit détourné de la vente. Et la direction avait donc décidé qu'ils ne sortiraient plus, qu'ils paieraient 3 sous de supplément pour une tasse de café s'ils en voulaient. Aussi, maintenant, faisaient-ils traîner le repas, peu soucieux de remonter au rayon avant l'heure.
Beaucoup, en avalant de grosses bouchées, lisaient un journal plié et tenu debout contre leur bouteille. D'autres, quand leur première faim était satisfaite, causaient bruyamment, revenaient aux éternels sujets de la mauvaise nourriture, de l'argent gagné, de ce qu'ils avaient fait le dimanche précédent, de ce qu'ils feraient l'autre dimanche. « Dites donc, et votre Robineau ?» demanda un vendeur à Hutin. La lutte des soyeux contre leur second occupait tous les comptoirs. On discutait la question chaque jour au café Saint-Roch jusqu'à minuit. Hutin, qui s'acharnait sur son morceau de bœuf, se contenta de répondre « Eh bien, il est revenu, Robineau !» Il était affligé d'un appétit excessif qu'il n'avait jamais satisfait, et comme il gagnait trop peu pour se payer des suppléments, il se taillait des tranches de pain énormes. Il avalait les platées les moins ragoûtantes d'un air de gourmandise. Mais un sifflement les fit taire. On signalait la présence de Mouret et de Bourdoncle dans le couloir. Depuis quelque temps, les plaintes des employés devenaient telles que la direction affectait de descendre juger par elle-même la qualité de la nourriture. Bourdoncle déclarait le bœuf excellent, et Mignot, suffoqué par cette affirmation tranquille, répétait « Mâchez-le pour voir !» pendant que Liénard, s'attaquant à l'arrêt, disait avec douceur « Mais elle pue, monsieur !» Alors Mouret se répandit en paroles cordiales. Il ferait tout pour le bien-être de ses employés. Il était leur père. Il préférait manger du pain sec que de les savoir mal nourris. « Je vous promets d'étudier la question, » finit-il par conclure, en haussant le ton, de manière à être entendu d'un bout du couloir à l'autre. L'enquête de la direction était terminée. Tous s'épongeaient le front. L'étroit caveau s'emplissaient d'une vapeur rousse, tandis que les ombres des passants continuellement couraient en barre noire sur le couvert des bandés. « Passez le pain à 2 loches !» cria un farceur. Chacun coupait son morceau, puis replantait le couteau dans la croûte jusqu'au manche, et le pain circulait toujours. « Qui prend mon riz contre son dessert ?» demanda Hutin. Quand il eut conclu le marché avec un petit jeune homme mince, il tenta aussi de vendre son vin, mais personne n'en voulut. On le trouvait exécrable. « Je vous disais donc que Robineau est de retour, » continua-t-il au milieu des rires et des conversations qui se croisaient. « Oh, son affaire est grave. Imaginez-vous, il débauche les vendeuses. Oui, il leur procure la confection des nœuds de cravate. »« Silence !» murmura Favier, « voilà qu'on juge. » Du coin de l'œil, il montrait Boutemont, qui marchait dans le couloir, entre Mouret et Bourdoncle, tous trois absorbés, parlant à mi-voix, vivement. La salle à manger des chefs de comptoir et des seconds se trouvait justement en face. Lorsque Boutemont avait vu passer Mouret, il s'était levé de table, ayant fini, et il comptait les ennuis de son rayon. Il disait son embarras. Les 2 autres l'écoutaient, refusant encore de sacrifier Robineau à un vendeur de premier ordre, qui datait de Madame Édouin. Mais quand il en vint à l'histoire des nœuds de cravate, Bourdoncle s'emporta. Est-ce que ce garçon était fou de s'entremettre pour donner des travaux supplémentaires aux vendeuses? La maison payait assez cher le temps de ces demoiselles. Et si elles travaillaient à leur compte la nuit, elles travaillaient moins le jour au magasin, c'était clair. Elles risquaient leur santé. La nuit était faite pour dormir. Toutes devaient dormir ou bien on les flanquerait dehors. Ça chauffe, fit remarquer Hutin. Chaque fois que les 3 hommes dans leur promenade lente passaient devant la salle à manger, les commis les guettaient, commentaient leurs moindres gestes. Ils en oubliaient le riz au gratin où un caissier venait de trouver un bouton de culotte. « J'ai entendu le mot cravate, dit Favier, et vous avez vu le nez de Bourdoncle qui a blanchi tout d'un coup ?» Cependant, Mouret partageait l'indignation de l'intéressé. Une vendeuse réduite à travailler la nuit lui semblait une attaque contre l'organisation du bonheur des dames. Quelle était donc la sotte qui ne savait pas se suffire avec ses bénéfices sur la vente? Mais quand Boutemont eut nommé Denise, il se radoucit. Il trouva des excuses. « Ah oui, cette petite fille, elle n'était pas encore très adroite, et elle avait des charges, assurait-on. » Bourdoncle l'interrompit pour déclarer qu'il fallait la renvoyer sur l'heure, et il semblait satisfaire une rancune. Alors, Mouret, pris d'embarras, affecta de rire. « Mon Dieu, quel homme sévère! Ne pouvait-on pardonner une fois? On ferait venir la coupable, on la gronderait. En somme, c'était Robineau qui avait tous les torts, car il aurait dû la détourner, lui, un ancien commis au courant des habitudes de la maison. »« Eh bien voilà, c'est le patron qui rit maintenant, » reprit Favier étonné, comme un groupe passé de nouveau devant la porte. « Ah, sacristi, jura Hutin, et s'ils s'obstinent à nous coller leur Robineau sur les épaules, nous allons leur donner de l'agrément. » Bourdoncle regardait Mouret en face.
et puis il eut simplement un geste dédaigneux pour dire qu'il comprenait enfin et que c'était un imbécile. Boutemont avait repris ses plaintes, les vendeurs menaçaient de partir, et il s'en trouvait d'excellents parmi eux. Mais ce qui parut toucher ces messieurs davantage, ce fut le bruit des bons rapports de Robineau avec Gaujean. Celui-ci, disait-on, poussait le premier à s'établir à son compte dans le quartier, lui offrait les crédits les plus larges, afin de battre en brèche le bonheur des dames. Ah, ce Robineau rêvait de bataille. Mouret était devenu sérieux. Il affecta le mépris, il évita de prendre une décision comme si l'affaire n'avait pas d'importance. On verrait, on lui parlerait. Et tout de suite, il plaisanta avec Boutemont, dont le père, débarqué l'avant-veille de sa petite boutique de Montpellier, avait failli étouffer de stupeur et d'indignation en tombant dans le hall énorme où régnait son fils. On riait encore du bonhomme qui, retrouvant son aplomb de méridional, s'était mis à tout dénigrer et à prétendre que les nouveautés allaient finir sur le trottoir. « Justement, voici Robineau, » murmura le chef de rayon. « Pardonnez-moi si j'insiste, mais il faut agir. » Mouret se contenta de répéter « C'est bon, nous verrons cela. » Ils partirent. Hutin et Favier les attendaient toujours. Lorsqu'ils ne les virent pas reparaître, ils se soulagèrent. Est-ce que la direction maintenant descendrait ainsi à chaque repas compter leurs bouchées? Ce serait gai si on ne pouvait même plus être libre en mangeant. La vérité était qu'ils venaient de voir rentrer Robineau et que la belle humeur du patron les inquiétait sur l'issue de la lutte engagée par eux. Ils baissèrent la voix. « Mais je meurs !» continua Hutin tout haut. « On a encore plus faim en sortant de table !» Le garçon achevait de servir les desserts. Ensuite, il apporta le café et ceux qui en prenaient lui donnaient tout de suite leurs 3 sous. Quelques vendeurs s'en étaient allés, flânant le long du corridor, cherchant les coins noirs pour fumer une cigarette. Les autres restaient alonguis devant la table, encombrés de vaisselle grasse. Les murs suaient, une asphyxie lente tombait de la voûte moisie. Adossé contre le mur, Deloche, bourré de pain, digérait en silence, les yeux levés sur le soupirail, et sa récréation tous les jours après le déjeuner était de regarder ainsi les pieds des passants qui filaient vite au ras du trottoir, des pieds coupés aux chevilles, gros souliers, bottes élégantes, fines bottines de femme, un va-et-vient continu de pieds vivants, sans corps et sans tête. Les jours de pluie, c'était très sale. « Comment déjà ?» s'écria Hutin. Une cloche sonnait au bout du couloir. Il fallait laisser la place à la 3e table. Les garçons de service arrivaient avec des seaux d'eau tiède et de grosses éponges pour laver les toiles cirées. Comme Hutin et Favier s'attardaient, ils virent descendre Denise. « Monsieur Robineau est de retour, mademoiselle, » dit le premier avec une politesse moqueuse. « Il déjeune, » ajouta l'autre. « Mais si ça presse trop, vous pouvez entrer. » Denise descendait toujours, sans répondre, sans tourner la tête. Pourtant, lorsqu'elle passa devant la salle à manger des chefs de comptoir et des seconds, elle ne put s'empêcher d'y jeter un coup d'œil. Robineau était là, en effet. Elle tâcherait de lui parler l'après-midi, et elle continua de suivre le corridor pour se rendre à sa table qui se trouvait à l'autre bout. « Vous avez donc fait le tour ?» demanda Pauline, assise déjà et se coupant du pain. « Oui, » répondit Denise en rougissant. « J'accompagnais une cliente. » Elle mentait. Clara poussa le coude d'une vendeuse, sa voisine. Qu'avait donc la mal peignée ce jour-là? Elle était toute singulière. Coup sur coup, elle recevait des lettres de son amant, puis elle courait le magasin comme une perdue. Elle prétextait des commissions à l'atelier où elle n'allait nullement pas. Pour sûr, il se passait quelque histoire. Elle ne quittait pas Denise des yeux. Lorsque le garçon apporta le riz au gratin, ces demoiselles protestèrent. Elles l'avaient laissé la semaine auparavant et elles espéraient qu'il ne reparaîtrait plus. Denise, distraite, fut la seule à en manger, et toutes la regardaient d'un air de dégoût. On avait ouvert le châssis vitré du soupirail afin de changer l'air étouffé et empesté, mais il fallut le refermer tout de suite. Les roues des fiacres semblaient passer sur la table. « Chut !» souffla Pauline, « voici cette vieille bête !» C'était l'inspecteur Jouve. Il rôdait ainsi volontiers vers la fin des repas, du côté de ces demoiselles. D'ailleurs, il avait la surveillance de leur salle. Les yeux souriants, il entrait, faisait le tour de la table, quelquefois même il causait, voulait savoir si elles avaient déjeuné de bon appétit. Denise, qui mordillait une croûte, résolut à demeurer la dernière, de façon à pouvoir aborder Robineau quand elle remonterait. Cependant, lorsqu'elle fut seule avec Jouve,
Elle ressentit un malaise, et contrariée, elle quitta enfin la table. Mais en la voyant se diriger vers la porte, il lui barra le passage. « Mademoiselle Baudu !» Debout devant elle, il souriait d'un air paterne. Ses grosses moustaches grises, ses cheveux taillés en brosse lui donnaient une grande honnêteté militaire, et il poussait en avant sa poitrine où s'étalait son ruban rouge. « Quoi donc, monsieur Jouve ?» demanda-t-elle rassurée. « Je vous ai encore aperçu ce matin, causant là-haut, derrière les tapis. Vous savez que c'est contraire au règlement. Et si je faisais mon rapport ? Elle vous aime donc bien, votre amie Pauline ?» Ses moustaches remuèrent. Une flamme incendia son nez énorme, un nez creux et recourbé aux appétits de taureau. « Hein ? Qu'avez-vous toutes deux pour vous aimer comme ça ?» Denise, sans comprendre, était reprise de malaise. Il s'approchait trop. Il lui parlait dans la figure. « C'est vrai, nous causions, monsieur Jouve, » balbutia-t-elle. « Mais il n'y a pas grand mal à causer un peu. Vous êtes bien bon pour moi, merci, tout de même. »« Je ne devrais pas être si bon, dit-il. La justice, je ne connais que ça, seulement, quand on est si gentille. » Et il s'approchait encore. Alors elle eut tout à fait peur. Les paroles de Pauline lui revenaient à la mémoire. Elle se rappelait les histoires qui couraient des vendeuses terrorisées par le père Jouve achetant sa bienveillance. « Laissez-moi, » murmura la jeune fille en reculant. « Voyons, disait-il, vous n'allez pas faire la sauvage avec un ami qui vous ménage toujours. Soyez aimable, venez ce soir tremper une tartine dans une tasse de thé. C'est de bon cœur. » Elle se débattait maintenant. « Non, non !» La salle à manger demeurait vide. Le garçon n'avait point reparu. Jouve, l'oreille tendue au bruit des pas, jeta vivement un regard autour de lui, et, très excité, sortant de sa tenue, dépassant ses familiarités de père, il voulut la baiser sur le cou. Mais elle s'affolait, et dans une révolte terrifiée à l'approche de ce visage brûlant dont elle sentait le souffle, tout d'un coup elle le poussa, d'un effort si rude qu'il chancela et faillit tomber sur la table. Une chaise heureusement le reçut, tandis que le choc faisait rouler une carafe de vin qui éclaboussa la cravate blanche et trempa le ruban rouge. Et il restait là, sans s'essuyer, étranglé de colère devant la brutalité. Mais comment ? Lorsqu'il ne s'attendait à rien, lorsqu'il n'y mettait pas ses forces et qu'il cédait simplement à sa bonté ? Ah, mademoiselle, vous vous en repentirez, ma parole d'honneur. Denise s'était enfuie, et justement la cloche sonnait, et troublée et encore frémissante, elle oublia Robineau. Elle remonta au comptoir. Puis elle n'osa plus redescendre. Comme le soleil de l'après-midi chauffait la façade de la place Gaillon, on étouffait dans les salons de l'entresol. Quelques clientes vinrent, mirent ces demoiselles en âge sans rien acheter. Tout le rayon bâillait sous les grands yeux somnolents de madame Aurélie. Enfin, vers 3 heures, Denise, voyant la première s'assoupir, fila doucement, reprit sa course à travers le magasin de son air affairé. Pour dépister les curieux qui pouvaient la suivre du regard, elle ne descendit pas directement à la soie. D'abord, elle parut avoir affaire aux dentelles, elle aborda Deloche, lui demanda un renseignement. Ensuite, au rez-de-chaussée, elle traversa la rouennerie et elle entrait aux cravates lorsqu'un sursaut de surprise l'arrêta net. Jean était devant elle. « Comment ? Mais c'est toi ?» murmura-t-elle toute pâle. Il avait gardé sa blouse de travail et il était nu-tête, avec ses cheveux blonds en désordre dont les frisures coulaient sur sa peau de fille. Il semblait réfléchir profondément. « Que fais-tu là ?» reprit-elle. « Dame, je t'attendais. Tu me défends de venir. Alors je suis rentrée, mais j'ai rien dit à personne. Oh, tu peux être tranquille. Ne fais pas semblant de me connaître si tu veux. » Les vendeurs les regardaient déjà, l'air étonné. Jean baissa la voix. « Tu sais, elle a voulu m'accompagner. Oui, elle est sur la place devant la fontaine. Donne vite les 15 francs ou nous sommes fichus, aussi vrai que le soleil nous éclaire. » Alors Denise fut saisie d'un grand trouble. On ricanait, on écoutait cette aventure. Et comme un escalier du sous-sol s'ouvrait derrière le rayon des cravates, elle y poussa son frère, elle le fit descendre vivement en bas, et il continua son histoire, embarrassé, cherchant les faits, craignant de n'être point cru. L'argent, c'est pas pour elle, elle est trop distinguée. Et son mari, il se fiche joliment de 15 francs. Pour 1 million, il n'autoriserait pas sa femme. Un fabricant de colt, je te l'ai dit. Des gens extrêmement bien. Non, c'est pour une crapule, un ami à elle. Il nous a vus. Et tu comprends, si je lui donne pas les 15 francs ce soir... Tais-toi, murmura Denise, tout à l'heure. Marche donc. Ils étaient descendus dans le service du départ. La morte saison endormait la vaste cave, sous un jour blafard des soupiraux.
Il y faisait froid, un silence tombait de la voûte. Mais pourtant, un garçon prenait dans un des compartiments les quelques paquets destinés au quartier de la Madeleine. Et sur la grande table de triage, Campion, le chef de service, était assis, les jambes ballantes, les yeux ouverts. Jean recommençait. « Le mari, il a un grand couteau. »« Va donc !» répéta Denise en le poussant toujours. Ils suivirent un des corridors étroits, où le gaz brûlait continuellement. À droite et à gauche, au fond des caveaux obscurs, les marchandises des réserves entassées, des ombres derrière des palissades. Enfin, elle s'arrêta contre une des claies de bois. Personne ne viendrait sans doute, mais c'était défendu, et elle avait un frisson. « Si cette crapule parle, reprit Jean. « Le mari, quel grand couteau. Où veux-tu que je trouve 15 francs ?» s'écria Denise désespérée. « Tu ne peux donc pas être raisonnable. Il t'arrive sans cesse des choses si drôles. » Il se frappa la poitrine. Au milieu de ces inventions romanesques, lui-même ne savait plus l'exacte vérité. Il dramatisait simplement ses besoins d'argent. Il y avait toujours, au fond, quelque nécessité immédiate. « Je me tue à t'entretenir de pièces de 100 sous. Oui, je passe mes nuits, sans compter que tu enlèves le pain de la bouche de ton frère. » Jean restait béant, la face pâle. Comment ? C'était vilain, et il ne comprenait pas. Et il avait depuis l'enfance traité sa sœur en camarade. Il lui semblait bien naturel de vider son cœur, mais ce qui l'étranglait surtout, c'était d'apprendre qu'elle passait les nuits. L'idée qu'il la tuait et qu'il mangeait la part de Pépé le bouleversa tellement qu'il se mit à pleurer. « Oh, tu as raison, je suis un chenapan. Je suis tellement furieux contre moi. Donne-moi les 15 francs, ce sera la dernière fois, je te jure. Ou bien, non, ne me donne rien, j'aime mieux mourir. Et si le mari m'assassine, tu seras bien débarrassé. » Et comme elle aussi pleurait, il eut un remords. « Je te dis ça, je sais rien, peut-être qu'il veut tuer personne. Nous nous arrangerons, je te le promets, petite sœur. » Un bruit de pas au bout du corridor les inquiéta. Les pas se rapprochèrent, et, en allongeant la tête, elle reconnut l'inspecteur Jouve qui venait de s'engager dans le corridor, de son air raide. Passait-il là par hasard ? Quelque autre surveillant, le planton à la porte, l'avait-il averti ? Elle fut prise d'une telle crainte qu'elle perdit la tête, et elle poussa Jean hors du trou de ténèbres où il se cachait, et le chassa devant elle et balbutia « Va-t'en, va-t'en !» Tous deux galopaient en entendant derrière leurs talons le souffle du père Jouve qui s'était mis également à courir. Ils traversèrent de nouveau le service du départ. Ils arrivèrent au pied de l'escalier dont la cage vitrée débouchait sur la rue de la Michaudière. « Va-t'en !» répétait Denise. « Va-t'en ! Si je peux, je t'enverrai les 15 francs. » Jean, étourdi, se sauva. Hors d'haleine, l'inspecteur qui arrivait distingua seulement un coin de la blouse blanche et les boucles des cheveux blonds envolés dans le vent. Un instant, il souffla pour retrouver la correction de sa tenue. Il avait une cravate blanche, toute neuve, prise au rayon de la lingerie. « Eh bien, c'est du propre, mademoiselle, » dit-il, les lèvres tremblantes. « Oui, c'est propre. Et si vous espérez que je vais tolérer dans le sous-sol des choses si propres ?» Il la poursuivait de ce mot tandis qu'elle remontait au magasin, la gorge serrée d'émotion, sans trouver une parole de défense. Maintenant, elle était désolée d'avoir couru. Pourquoi ne pas s'expliquer, montrer son frère ? Sans attendre, Jouve se rendit à la direction pour faire son rapport, mais le garçon de service lui dit que le directeur était avec M. Bourdoncle et M. Robineau. Tous trois causaient depuis un quart d'heure. La porte d'ailleurs restait entr'ouverte. On entendait Mouret demander gaiement au commis s'il venait de passer de bonnes vacances. Il n'était nullement question d'un renvoi. La conversation, au contraire, tomba sur certaines mesures à prendre dans le rayon. « Vous désirez quelque chose, monsieur Jouve ?» cria Mouret. « Entrez donc !» Mais un instinct avertit l'inspecteur. Bourdoncle étant sorti, Jouve préféra tout lui conter. Lentement, ils suivirent la galerie des châles, marchant côte à côte, l'un penché et parlant très bas, l'autre écoutant, sans qu'un trait de son visage sévère laissât voir ses impressions. « C'est bien, » finit par dire ce dernier. Et comme ils étaient arrivés devant les confections, il entra. Et justement, madame Aurélie se fâchait contre Denise. D'où venait-elle encore ? Cette fois, elle ne dirait peut-être pas qu'elle était montée à l'atelier ? Vraiment, ces disparitions continuelles ne pouvaient se tolérer davantage. « Madame Aurélie !» appela Bourdoncle. Il se décidait à un coup de force. Il ne voulait pas consulter Mouret de peur d'une faiblesse. La première s'avança, et de nouveau l'histoire fut contée à voix basse. Tout le rayon attendait, flairant une catastrophe. Enfin, madame Aurélie se tourna, l'air solennel. « Madame Baudu !»
Et son masque empâté d'empereur avait l'immobilité inexorable de la toute-puissance. « Passez à la caisse !» La terrible phrase sonna très haut dans le rayon alors vide de clientes. Denise était demeurée droite, blanche, sans un souffle. Et puis elle eut des mots entrecoupés. « Moi ? Moi ? Pourquoi donc ? Qu'ai-je fait ?» Bourdoncle répondit durement qu'elle le savait, qu'elle ferait mieux de ne pas provoquer une explication. Il parla des cravates. Il dit que ce serait joli si toutes ces demoiselles voyaient des hommes dans le sous-sol. « Mais c'est mon frère !» cria-t-elle avec une colère douloureuse. Marguerite et Clara se mirent à rire, tandis que Madame Frédéric, si discrète d'habitude, hochait également la tête d'un air incrédule. « Toujours son frère !» Alors, Denise les regarda tous. Pourquoi vouloir s'imposer quand personne ne l'aimait ? Et elle s'en alla sans ajouter une parole. Elle ne jeta même pas un dernier regard dans le salon où elle avait lutté si longtemps. Mais dès qu'elle fut seule devant la rampe du hall, une souffrance plus vive serra son cœur. Personne ne l'aimait. Et la pensée brusque de Mouret venait de lui ôter toute sa résignation. Non, non, elle ne pouvait accepter un pareil renvoi. Peut-être croyait-il, cette vilaine histoire, ce rendez-vous avec un homme, au fond des caves ? Une honte la torturait à l'idée, une angoisse dont elle n'avait jamais encore senti l'étreinte. Elle voulait l'aller trouver, elle lui expliquerait les choses, pour le renseigner simplement, car il lui était égal de partir lorsqu'il saurait la vérité. Et son ancienne peur, le frisson qui la glaçait devant lui, éclatait soudain en un besoin ardent de le voir, de ne point quitter la maison sans lui jurer qu'elle n'avait pas appartenu à un autre. Il était près de 5 heures. Le magasin reprenait un peu de vie dans l'air rafraîchi du soir. Vivement, elle se dirigea vers la direction, mais lorsqu'elle fut devant la porte du cabinet, une tristesse désespérée l'envahit de nouveau. Sa langue s'embarrassait, l'écrasement de l'existence retombait sur ses épaules. On ne la croirait pas, il rirait comme les autres, et cette crainte la fit défaillir. C'était fini, elle serait mieux seule, disparue, morte. Alors, sans même prévenir Deloche ni Pauline, elle passa tout de suite à la caisse. « Mademoiselle, fit l'employé, vous avez 22 jours, ça fait 18 francs 70, auquel il faut ajouter 7 francs de temps pour cent et de gelt. C'est bien votre compte, n'est-ce pas ? Oui, merci. » Et Denise s'en allait avec son argent, lorsqu'elle rencontra enfin Robineau. Il était assis, il avait appris déjà le renvoi et il lui promit de retrouver l'entrepreneuse de cravates. Tout bas, il la consolait. Il s'emportait. Quelle existence ! Se voir à la continuelle merci d'un caprice, être jeté dehors d'une heure à l'autre sans pouvoir même exiger les appointements du mois entier. Denise monta prévenir Madame Cabin qu'elle tâcherait de faire prendre sa malle dans la soirée. 5 heures sonnaient, lorsqu'elle se trouva sur le trottoir de la place Gaillon, étourdie, au milieu des fiacres et de la foule. La suite au prochain numéro. Si cet audio vous a plu, vous pourrez trouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.